Mesdames, Messieurs, bonjour ou rebonjour si vous étiez déjà présent au premier webinaire de tout à l'heure. Merci d'être là pour le 333e jour de l'année, jour toujours, hein, sans budget pour l'État, mais avec la 11e édition de la Journée mondiale des sols, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une petite semaine. Cette JMS, se déroule dans le monde et en France. C'est la FAO pardon, qui trouve le sujet depuis que ça existe. Le sujet d'aujourd'hui, bon, on va le voir après. JMS qui est organisé par l'AFES, l'Association française d'études du sol pour l'échelle française, et co-organisé cette année entre donc l'Association française d'études du sol, le réseau Ernest, le réseau national d'expertise scientifique et technique sur les sols, le RMT, le réseau mixte technologique sol et territoire, et le groupement d'intérêt scientifique sol, le GIS Sol. Le thème de cette année n'est pas au premier abord le plus sexy, le plus fun, peut paraître complexe, peut paraître compliqué, mais il ne l'est pas. Les données et informations sur les sols, bah oui, on parle des sols. Le sol devient tout doucement, on l'a vu tout à l'heure avec Claire Chenu, un acteur social, un objet social, voire politique. Mais pour qu'il le soit vraiment et pour lui faire dire quelque chose, eh bien, il faut le bien connaître. Et puis, comme l'a rappelé Claire Chenu, citant peut-être sans le savoir Hubert Reeves ou Albert Camus, voilà, on n'aime que ce que l'on connaît, et pour bien connaître les sols, il faut l'analyser, le diagnostiquer et présenter les données de façon compréhensible. La JMS cette année est accueillie et se déroule pardon, en région Normandie, et elle est plus encore sur le terrain que les éditions précédentes. Il y a une vingtaine de rencontres en salle et sur le terrain, notamment dans 10 fosses pédologiques qui ont été creusées un peu partout sur la région Normandie pour sensibiliser, ou en tout cas tenter de sensibiliser tous les publics aux enjeux des sols et aux enjeux que révèlent les enjeux des sols, notamment climatiques et hydrologiques. Un lien fort cette année dans cette édition avec le réseau Sciences et Recherche participative sur les sols, animé par, devinez qui, l'AFES, l'Association française d'études du sol, qui veut mettre en avant ainsi le rôle du citoyen comme participant à l'élaboration, à la recherche, l'élaboration, le stockage, la mise en œuvre des données, les sciences participatives, qui sont très en œuvre et de plus en plus en œuvre en France, notamment du côté de l'INRAE. Il y a un contexte européen, avec cette loi, cette directive cadre sur alors ça s'appelle plus la santé des sols, ça porte un autre nom, je l'ai oublié. Voilà, arlésienne, qu'on agite depuis 20 ans, mais qui va arriver en France et qui sera de toute façon traduite en droit français. Je rajoute à cela le ZAN, qui, mine de rien, donne une valeur au moins psychologique, de peur ou d'adhésion au sol. Euh, Cette année également, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, il y aura l'inauguration lors de ces JMS. Pardonnez-moi, j'ai un rhume carabiné, j'ai du mal à garder mes esprits parfois. Il y aura l'inauguration de la version jeune de la fresque du sol à l'école, la fort bien nommée Hubert Reeves de Louvigny dans le Calvados. Hubert Reeves, à qui je pense en particulier. Je me permets également de vous signaler que la présence du Centre de ressources documentaires de l'AFES, vous aurez toutes les coordonnées sur le site de l'Association française d'études du sol. Laquelle Association française d'études du sol, pour l'étude du sol, a besoin de soutien, car c'est une association forte de 400 adhérents, mais ce n'est pas assez, me dit la directrice générale Sophie Raouz, qui est aux manettes derrière moi. Vous ne la voyez pas, elle est derrière son écran. Il faudrait atteindre le double. Donc, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à dépenser des sous. Ça vaut aussi bien qu'un cadeau de Noël à quelqu'un que vous n'aimez pas, que vous allez forcément retrouver lors d'un repas de Noël. Adhérer à l'Association française d'études du sol, qui a donc co-organisé, je vous le répète, avec le GISOL, le Ernest et le RMT Sol et Territoire, cette édition. Cette édition qui a été financée, je vais les nommer, je ne l'avais pas fait lors de l'édition précédente, par haute participation financière de l'ADEME et de l'OFB, mais également du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, le MASA, comme il faut dire, la région Normandie, la DREL Normandie, la métropole de Rouen Normandie, l'Université de Caen Normandie, Unilassal, l'école d'agro de Normandie, on va dire, à Mont-Saint-Aignan, au-dessus de Rouen, la SAFER Normandie et Vigisol.
Voilà, le thème de tout à l'heure, c'était pourquoi acquérir des données sur les sols. Et bien maintenant, comment obtenir des données sur les sols? Un peu de technique, un peu de protocole, un peu de formation. On va voir ça avec mes invités. Patrick Legouet, bonjour. Vous êtes pédologue à l'Université de Caen. Tout à l'heure, Marlène Minor vous a dressé des louanges. On n'a parlé que de vous pendant ce premier webinaire. Non, j'exagère un peu, mais les auditeurs qui étaient déjà là tout à l'heure ont déjà eu vent de votre nom et l'ont dans l'oreille. Sylvie Chartrain, bonjour. Vous êtes responsable Bonjour. du service agronomie du labo Lilano-Lano. Oui, Lilano-Lano, c'est ça? oui, l'Ilano, le Lano n'existe plus en tant que tel, en Oh, oh là là. association, mais c'est le Lano qui est connu. Donc, c'est le Lilano, le nom, mais la marque, c'est Lano. Bon, d'accord. On va faire avec. Oui, Baptiste Algaillard, bonjour. Vous êtes expert et formateur en pédologie. Vous avez créé Au fil du sol et vous allez nous en parler tout à l'heure. Voici Larry Anglette. Ben justement, je parlais d'Unilassal. Vous y êtes chargé de recherche en écologie microbienne des sols. Unilassal qui domine la bonne ville de Rouen. Il faut peiner en marchant pour aller jusqu'à vous. Je le sais, je l'ai déjà fait. Voilà, quand il n'y a pas de bus, c'est long. Sachez-le, vous auriez quand même pu vous installer plus bas pour mes pauvres petites jambes. Bon, on va commencer par vous, Sylvie Chartrain. Lilano Lano, vous ne verrez pas offense à ce que je vous signifie que vous êtes là depuis 50 ans, enfin pas vous, mais le laboratoire. Donc, vous savez ce qu'est une analyse de sol et les moyens pour les obtenir. Racontez-nous un peu l'histoire de ce laboratoire. On pense, voilà, le sol est devenu un sujet depuis peu de temps. Or, des analyses de sol, on en fait, bah oui, depuis un demi-siècle. oui, depuis un demi-siècle, au Lilano, ça ne s'appelait peut-être pas comme ça avant, mais depuis, oui, de 1972 ou 1973, j'ai plus les dates exactes, dans l'Orne, au Silo et dans la Manche, à la Glame. Pour ce que je connais, moi, le Lilano, depuis 30 ans. euh, sous le service Lano, donc on fait des analyses de sol. On en a fait beaucoup, on en a fait moins ces 5 6 dernières années et ça recommence à redémarrer, à en fait quand même pas mal. D'accord, ça redémarre, c'est-à-dire Oui. il y a un intérêt renouvelé pour les sols ou pour d'autres En- données sur les sols? non, c'est plutôt pour nous de nouveaux clients hors Normandie. D'accord. Voilà, donc on est connu pas que en Normandie, ce qu'on souvent dit laboratoire agronomique de Normandie. Mais Mhm. on ne se limite pas aux clients normands. Donc, avec les moyens aujourd'hui de communication, Internet, etc., on est connu hors Normandie et on commence à avoir d'autres clients. D'accord. Je précise et je reprécise que voilà, cette émission est un hors-série du webinaire C'est dans le sol, monté par la coopérative Rhizobiome, avec laquelle je collabore sur cette émission depuis le début, hein. Cette émission est née à la faveur du Covid. Je ne remercierai jamais assez le Covid ou la Covid. Voilà, ça fait 4 ans de webinaires sur les sols qui rencontrent leur succès et qui ont acquis leur petite notoriété grâce à vous, mesdames, messieurs, qui nous regardez, nombreux. Et les JMS nous permettent bah voilà, de faire 4 C dans le sol, finalement, dans la journée. Petite précision technique également. Si vous voulez poser des questions, mesdames, messieurs, je n'en doute pas, vous allez sur voilà, vous allez en bas sur Q&R comme questions et réponses. Si possible, questions courtes, parce que moi, ça m'oblige, quand je les lis, à aller sur mon autre écran. Et là, vous voyez mon profil, c'est pas très poli. Et vous verrez mon profil trop longtemps si la question est trop longue à lire. Donc, question avec un point d'interrogation. Sinon, c'est un commentaire. Si vous voulez faire un commentaire, allez plutôt dans le chat. Voilà, si vous voulez discuter entre vous. Mesdames, messieurs, Baptiste Algaillère, vous vous définissez comme un bureau d'études à vous tout seul. Vous répondez à quelle demande sur les sols? Alors, ouais, un bureau d'études à moi tout seul, parce que je suis tout seul. Mais je suis pas vraiment tout seul, étant donné que la plupart des jeux de mes pairs, à l'échelle nationale au moins, fonctionnent un peu en réseau, des réseaux informels, mais des réseaux qu'on essaye de formaliser dans le cadre de l'activité de l'Association française pour l'étude des sols, à travers un groupe de praticiens qui manipulent, qui utilisent et qui produisent des données sur les sols dans le cadre de prestations privées. D'accord. Et vous, voici Larry Anglais. Alors, anglais ou anglette? Est-ce qu'on prononce le T? Anglais. Voilà, c'est bien. C'est comme moi, le Z, on ne prononce pas le Z. Mais tout le monde s'en fout hein, de ce qu'on dit sur la prononciation des noms. Mais moi, j'y fais attention. Et vous, vous occupez d'analyse microbiologique.
un peu la même question pour Sylvie Chartrain. Ça fait longtemps qu'on s'intéresse à la microbiologie des sols ou c'est tout récent? Bah, ça fait maintenant, en tout cas nous ici au sein de notre unité à Ouais, Unilassal, donc moi je travaille dans l'unité Agile oui, qui s'intéresse à l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité du sol au service de la nutrition et la santé de la plante. Nous, on a un regard très croisé sur le sol puisqu'on va l'évaluer à travers ses caractéristiques physiques, chimiques et surtout biologiques. Donc nous maintenant, ça fait une vingtaine d'années qu'on a commencé à développer ces questions-là qui sont très centrées sur la biologie du sol avec un regard très particulier sur la biodiversité microbienne ou le microbiome du sol. Mais ça et fait au vous? moins une vingtaine d'années Ah qu'on oui, quand développe même. ça. Parce qu'on a Oui, l'impression qu'on en parle depuis la diffusion notamment des travaux de Lionel Ranjard hein, sur voilà, l'Atlas des champignons des bactéries du sol. Non, vous dites que ça fait une vingtaine d'années oui, que… c'est depuis. Ah ben, avant ça, il y a eu plein de programmes qui ont traité Mhm. de ces indicateurs biologiques. Il y a notamment le programme bioindicateur, ça fait Ouais. maintenant au moins une quinzaine d'années. Voilà, Mhm. on pourrait en parler peut-être un peu plus dans le détail après. On en parlera un peu plus dans le détail. Et vous, Sylvie Chartrain, vous occupez un peu de microbiologie des sols également? Non, pas du tout. Nous, on ne fait que des analyses chimiques, ce qu'on appelle pour la fertilité du sol, et des analyses physiques de base. On ne fait pas du tout d'analyse microbiologique, ni ce qu'on appelle l'activité biologique du sol. On ne fait pas ça chez nous. Et pourquoi? Il y a une raison On a particulière? très peu de demandes. On a des agriculteurs qui veulent pas forcément mettre très cher dans les analyses, donc c'est des analyses très spécifiques, très peu D'accord. de demandes. Quand on a très peu de demandes, il faut développer des méthodes, c'est du temps, des coûts. Et Ouais. donc, si on n'a pas, on peut pas vendre derrière, ben, on ne fait pas. Intéressant ça. Il n'y a Voilà, pas j'ai de au moins demande? 3, 4 demandes dans l'année, mais c'est pas suffisant D'accord. pour mettre ça en œuvre. D'accord. Et Baptiste, vous en faites, vous? On vous en demande? Ben moi, je fais pas directement Ouais, d'analyse, je suis pas un laboratoire, je reste un bureau je d'études. sais bien. Est-ce que vous en Euh, faites? Est-ce que vous en mais proposez? du coup, je fais appel à des laboratoires agréés. Il y a toute une liste de laboratoires qui Et quand vous qui font. proposez ça, les agriculteurs vous disent oui, mais ça va coûter cher, un peu ce que nous dit Sylvie Chartrain. Ben, pour un agriculteur individuel, évidemment que l'expertise de sol coûte de l'argent et Ouais. ça peut être significatif. Ça dépend de l'échelle à laquelle on va travailler. Mais ça m'arrive de travailler pour des coopératives agricoles, des groupements d'agriculteurs, des collectivités qui traitent aussi pour l'aménagement du territoire, donc qui traitent aussi avec des terres agricoles. Donc les interlocuteurs, finalement, les personnes intéressées par ces données qu'on produit, elles sont assez variées. Il y a aussi des entreprises privées, il y a aussi ouais, des collectivités et des services de l'État. Donc vous bossez en zone urbaine aussi, hein. Ah oui, absolument. De toute façon, le sol est partout. Mais c'est vrai, surtout là où il est caché, sous du macadam. Patrick Legoué, donc tout à l'heure, on a évoqué, on va largement l'évoquer, ce que vous avez fait pour la métropole de Rouen, mais vous me disiez au téléphone que en fait, c'est une histoire ancienne, l'acquisition de données sur les sols. On a l'impression qu'on en parle depuis, encore une fois, hein, je me répète depuis peu, mais non, ça date des années 50, l'intérêt de l'État pour les sols. Alors j'allais vous dire, certes, mais on a dû l'oublier entre-temps, non? Oui, bonjour Frédéric, bonjour à tous et bienvenue en Normandie pour ceux qui ne sont pas du coin. Oui, c'est important quand on retrace un petit peu l'histoire des connaissances sur les sols en Normandie, de rendre à César ce qui lui appartient, à savoir que concernant notre région et sur le plan institutionnel, ce qui a commencé à- à initier finalement cette démarche de connaissance sur les sols, remonte aux années 50, dans le Oui. cadre de travaux qui ont été initiés par le Centre de géographie appliquée de l'Université de Caen, en lien avec le Centre de géomorphologie du CNRS de Caen, sous l'impulsion d'André Journeau, qui ont œuvré pendant donc la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 70. Ils ont œuvré sur un programme de cartographie des formations superficielles et des processus géomorphologiques associés. Ça, c'est très important parce qu'en fait, aujourd'hui, pour ceux qui font du terrain et qui étudient les sols, on se rend compte que ces processus géomorphologiques, faut pas oublier que le climat que nous avons aujourd'hui n'était pas le climat qui existait au Quaternaire et bien avant. Eh bien, les formations superficielles
découle de processus géomorphologiques qui sont à la fois périglaciaires, qui sont tempérés, issus des domaines tempérés et issus aussi des domaines tropicaux. Et donc, ils ont initié ces travaux avec des moyens importants, humains. Et ils ont passé beaucoup de temps, hein, puisque ça a pris effectivement quelques années. Et ils ont produit donc ces cartes déformation superficielle avec l'idée derrière de définir ce qu'ils appelaient des enfin, faire de la géopédologie et avec l'objectif in fine de pouvoir produire des cartes de sol, des cartes associées aux formations vitales et à l'occupation humaine de l'espace. Et donc, ces travaux qui aujourd'hui sont très peu connus, peu, peu de personnes ont accès à ces données, mais elles sont extrêmement précieuses, puisqu'on a de la donnée indirecte sur les sols à l'échelle d'un sondage pour à peu près 10 hectares. Donc, ce C'est qui pas veut beaucoup dire, vu comme ça, hein. ça fait à peu près par feuille cartographiée au niveau du territoire, ça fait à peu près 6000 sondages par feuille, par coupure. Donc, c'est des données d'échelle, on dirait aujourd'hui, du 10 millième, mais qui ont été cartographiées à une échelle supérieure au 50 millième. Et donc, ces premières données, quand on sait les manipuler, elles apportent déjà beaucoup d'informations sur ce que peuvent être les sols et leurs propriétés. Et ces travaux ont été malheureusement n'ont pas été généralisés sur l'ensemble du territoire, hein. Ils concernent quelques secteurs. Il y a Caen, il y a Bayeux, il y a Mésidon. Donc finalement, c'est une démarche qui s'est pas beaucoup étendue en Normandie, mais parce que ça supposait aussi beaucoup de moyens, hein, faire 6000 sondages. Ça prend énormément de temps et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc ces premières cartes, finalement, ont posé un petit peu les bases de la cartographie des sols en Normandie. Et cette connaissance sur les sols s'est approfondie, s'est étendue avec la loi d'orientation agricole de 1980, où là, il a été décidé au niveau de l'État et des départements d'initier une démarche de cartographie départementale des terres agricoles, où toujours à une échelle du 50 millième, il s'agissait finalement de cartographier les sols en fonction des modes d'occupation du sol, avec une précision intéressante, puisqu'on était là sur une donnée sol pour 30 hectares à peu près. Et donc, ces cartes départementales des terres agricoles, hein, que l'on retrouve partout en France, et pas que en Normandie, là aussi, n'ont pas pu être généralisées à l'ensemble du territoire parce que ça coûte très cher. On reparlera peut-être tout à l'heure du coût de production cartographique des sols, Ouais. mais ça coûte très cher, ça prend aussi du temps, ça suppose aussi d'avoir des compétences derrière. Et malheureusement, la Normandie, comme les autres régions françaises, n'ont pas toute la couverture. En Normandie, on a à peu près une dizaine de coupures de cartes des sols au 50 millième en lien avec l'activité agricole, hein, ces fameuses cartes CDTA. Mais qui, là aussi, sont une mine d'informations quand on sait réinterpréter finalement les données issues de la légende, qui est assez complexe. Mais quand on est un petit peu initié, on peut très facilement utiliser encore aujourd'hui ces données, hein, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais les données sols, même si elles sont très anciennes, conservent une pérennité pour un certain nombre de propriétés, de paramètres qui valent dans le temps sur plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Mais je vous arrête, Patrick, là-dessus. En quoi elles peuvent être intéressantes? Parce qu'elles ont été prises avec des référentiels différents, des matériels différents, des protocoles différents. Elles Oui, gardent une valeur de comparaison? Oui, parce que on retrouve des informations qui caractérisent ces sols sur des questions d'épaisseur, sur des questions de texture, sur des D'accord. questions de charge caillouteuse, sur des questions d'hydromorphie, par exemple. Voilà, des données qu'on est capable aujourd'hui, même si les références ont changé un peu avec le temps, mais on est capable, en tant que pédologue, de pouvoir remobiliser, réinterpréter ces connaissances. Et puis finalement, la connaissance des sols en Normandie, elle a été relancée à partir des années 2010 avec Ouais. le programme référentiel régional pédologique, donc piloté par le programme GCS du GISOL. Et donc la Normandie, d'abord la basse Normandie, s'est engagée dans cette cartographie au 250 millième des sols, puis suivi un petit peu après par la Haute-Normandie, ce qui fait que depuis 2016 pour la Basse-Normandie, depuis 2018 pour la Haute-Normandie, nous avons donc ces cartographies sur l'ensemble du territoire bas et haut-normandais des sols à l'échelle du 250 millième. Hein, donc là, vous voyez, on a tout un tas d'informations
aujourd'hui qui peuvent être mobilisées, soit ponctuelles, soit plus générales. Et puis, depuis ces programmes, eh bien, effectivement, il y a un certain nombre de collectivités territoriales qui sont impliquées dans la production de données dont parlait Marlène Minor tout à l'heure. Et on dispose aussi dans ces collectivités de données assez fines sur les sols, 50 millièmes un minima, mais on descend 10 millièmes aussi. Et donc ces données peuvent être également mobilisées, consultées. D'accord. Pour avoir des données sur les sols, je pose la question à tout le monde, vous parliez d'échelle, Patrick Cogouet, un prélèvement pour 30 hectares par exemple. Est-ce que le préalable, c'est enfin, comment on obtient de façon correcte des données sur les sols? Est-ce qu'il faut définir au préalable? Est-ce qu'il faut fixer un nombre toujours le même d'analyse de coûts de tarière par hectare, par 10 hectares, ou est-ce qu'il faut s'adapter au contexte, j'en sais rien, moi, paysager, climatologique? Est-ce que le nombre de prélèvements par hectare, il est aussi important que la qualité du prélèvement lui-même? Bon, Ah, moi, si je peux me permettre. vas-y Baptiste. Vas-y, allez-y, pardon, Merci. faut se vous voyez. Euh, donc là, le nombre est très important à partir du moment où il faut spatialiser le sol. Le sol, il a deux problématiques Ouais. pour un praticien. Première problématique, c'est qu'il est caché sous nos pieds, on ne le voit pas. On le voit peu, on voit que la surface des choses. Et deuxièmement, c'est qu'il a une répartition spatiale très variable, c'est-à-dire que les sols changent parfois sur quelques mètres. Donc même à l'échelle d'une parcelle, on peut avoir plusieurs types de sols différents. Donc pour pallier à ces deux problèmes, il faut creuser des trous pour Beaucoup de acquérir trous. une donnée profonde et creuser plein de trous par unité de surface pour capter un petit peu cette variabilité spatiale. Ouais, mais plein, c'est quoi? Et bien plein, ça dépend de deux choses. Ça Ah, dépend d'abord de l'échelle à laquelle on veut travailler, c'est-à-dire quelle est la résolution de la carte qu'on veut produire. Parce que la plupart du temps, on produit des cartes, étant donné que les sols varient spatialement, il faut qu'on puisse caractériser cette variabilité avant de caractériser chaque type de sol en présence. Donc, ça dépend de la commande, en gros. Quel est l'objectif de la carte qu'on cherche à faire? Et ensuite, évidemment, tous les terrains ne se valent pas. Si on a une zone très accidentée avec des différences topographiques, avec des couches géologiques, enfin des matériaux géologiques différents, eh ben, on va devoir faire plus de trous. Donc, si on veut, il y a une première approche plutôt mathématique, qui est de calculer un nombre de sondages pour une surface homogène en fonction de l'échelle de la carte qu'on recherche. ça veut dire Puis qu'il on faut combine déjà ça avoir une avec idée des du sol indicateurs. Pardon de vous couper, ça veut dire qu'il faut déjà, avant de faire une étude de sol, avoir une idée du type de sol auquel on va avoir affaire. Donc, il faut déjà avoir une idée préconçue des sols avant de procéder à leur analyse et au coup de tarière. Ben absolument. Et puis les Hmm. jours de terrain coûtent cher, donc il Eh faut oui. mieux les optimiser, donc avoir préparé au maximum en amont le travail qu'on doit faire sur le terrain. Mais vous disiez tout à l'heure, Baptiste, là, il y a 2 minutes, ça dépend aussi de l'objectif que l'on cherche. Donner un cas concret. En fonction de ce que l'on cherche, on n'aura pas le même nombre de points de prélèvement, de coûts de tarière à l'hectare, c'est ça? Ben, on n'aura pas le même nombre de points de prélèvement, mais on n'aura aussi pas la même enjeu de profondeur de trou à Et par réaliser. exemple, ça dépend des fonctionnalités des sols, pour reprendre le thème du webinaire précédent, ça dépend Ben, donne un exemple. ben, un exemple pour une variabilité, donc juste, on est vraiment dans un matériau, un volume en 3 dimensions qui Ouais. évolue dans le temps, donc on est obligé de le caractériser en 3 dimensions. Mhm. Même au tenté. Mhm. Donc, par exemple, une étude pour caractériser la réserve utile en eau des sols forestiers. On a Ouais. des arbres qui font 40 mètres de haut, avec des réseaux racinaires très profonds. On va devoir creuser des trous très profonds pour caractériser les matériaux colonisés par les racines jusqu'à une D'accord, profondeur de plusieurs mètres. j'ai compris. Si on veut étudier la, comment dire, la fertilité physique d'un sol cultivé en grande culture, on peut se permettre de creuser jusqu'à 1 mètre 50 pour caractériser le matériau concerné, finalement, par D'accord. l'étude. Et est-ce qu'il faut, pareil, la question à tous, est-ce qu'il faut forcément des fosses pédologiques? Non, non, dit Sylvie Chartrain. Moi, je suis pas du tout dans j'ai transmis dernièrement mes données sols sur les 10 dernières années à l'INRAE d'Orléans
pour la banque de données des sols, la BDAT, si tous Ouais. connaissent. Et nous, les analyses que je fais, elles sont géoréférencées pour celles qu'on prélève, parce qu'on a des préleveurs en interne. L'agriculteur qui vient et qui n'a pas géoréférencé, bah, ces résultats-là ne seront pas interprétés dans la BDAT, par exemple. Mais nous, c'est que sur la surface de culture. Nous, ce qu'on analyse dans 90% des cas, c'est du 0,20, 0,25 maximum. On ne va pas au-delà. D'accord. Et ça suffit, ça, 25 cm. Bah, pour l'analyse classique agricole qui va servir à faire un conseil de fumure derrière pour dire il faut apporter ou faire des impasses en phosphore, potassium ou autre, c'est ce qui est préconisé. Et les conseils de fumure, hein, les données sont faites comme ça, pas sur. D'accord. D'accord. Euh, Là, c'est parce que l'homme. C'est pas les mêmes choses. Ok. Voici là. Oui, si je peux intervenir Mais bien là-dessus, sûr. c'est pareil, nous avons un regard qui est aussi assez proche de ce que vient de détailler Sylvie. Nous, ce qui nous intéresse souvent, c'est d'évaluer un état biologique du sol. Donc, la stratégie d'échantillonnage qu'on va déployer, elle va beaucoup dépendre de la typologie de la parcelle. On est à l'échelle de la parcelle, donc ça va beaucoup dépendre de la typologie de la parcelle, sa position, les pentes. Et nous, c'est beaucoup l'évaluation de ce compartiment biologique qu'on va regarder. Ce compartiment biologique ou ces variables biologiques, elles présentent une variabilité très forte, une variabilité spatiale et temporelle très forte. Donc nous, on essaye une façon de pallier à cette variabilité spatiale ou de l'inclure dans notre analyse, c'est de réaliser plusieurs échantillons à l'échelle de la parcelle. Donc ça peut être soit un rond, soit un W, ça dépend. Ces points sont géoréférencés et chaque point, c'est un échantillon composite de plusieurs prélèvements. Vous avez Vous parlé tout à mélangez les l'heure. prélèvements. Exactement. Vous parlez Ouais. tout à l'heure de coups de tarière. Nous, les coups de tarière, ça va être défini en fonction de la typologie de la parcelle. Mais si on fait, par exemple, 5, 6 points de prélèvement sur une parcelle, chaque point de ces 6, c'est un échantillon composite sur une profondeur de 0,20 cm la plupart du temps, parce que c'est là où l'activité et les micro-organismes sont le plus concentrés. C'est sur D'accord. cette horizon-là. Baptiste. Et ensuite Patrick. Alors, Baptiste. pour Oui. respecter l'ordre, moi, je donnerai la parole à Patrick avant. Merci. Comme vous Merci voulez. Baptiste, parce que j'ai la main levée depuis 5 minutes et je commence à avoir le bras ankylosé. Merci. Mais je ne vous voyais pas en fait sur mes vignettes. Non, en fait, je voulais réagir par rapport au nombre de sondages à réaliser et puis à la question sur, effectivement, ça dépend des enjeux et de la question qui est posée au départ. Moi, ce que je préconise, c'est que avant même de définir le nombre de sondages et le positionnement des sondages, il faut quand même bien connaître le milieu avant de s'y rendre. Ça veut dire que le territoire qui va être concerné par l'étude de sol doit faire l'objet d'une analyse physiographique qui prend en compte. Ça veut dire quoi, ça, physiographique? Qui nécessite de prendre en compte un certain nombre d'entrées du système, du milieu, que sont le climat, la géologie, la géomorphologie, l'occupation du sol, l'histoire géologique aussi locale. Tous ces éléments, croisés aussi aux caractéristiques topographiques. Tout ce qui pourrait influencer les résultats, introduire des biais statistiques. C'est-à-dire qui permettent en amont déjà d'avoir des éléments potentiels d'interprétation de l'observation qu'on va réaliser. Ce qui fait que, parce que l'objectif, c'est pas de dire je vais faire 100 sondages ou 1000 sondages. L'objectif, c'est d'essayer progressivement de comprendre les logiques de répartition spatiale des sols que l'on découvre. Donc, ça part au départ d'hypothèses. Et ces hypothèses, elles sont liées aux facteurs qui expliquent la présence d'un sol. Ces facteurs sont ceux que j'ai cités tout à l'heure. Donc, il faut quand même avoir la culture au départ de ces facteurs localement, de façon à ensuite émettre des hypothèses sur le lien entre un sol et son contexte géographique et envisager donc une validation de ce lien en renouvelant un certain nombre de fois le sondage dans les mêmes configurations, de façon à valider son hypothèse. C'est la démarche hypothético-déductive qu'on pratique beaucoup en géographie et qui permet progressivement de passer d'un sondage à un zonage des observations. Donc ça, c'est très important. Donc quelquefois, c'est très complexe et du coup, il faut peut-être densifier le nombre de sondages parce qu'on a du mal à comprendre ces logiques de répartition spatiale des sols. Mais quelquefois, c'est beaucoup plus simple et du coup, on peut aussi abaisser cette densité de sondages, ce qui permet, et sans pour autant perdre en qualité, en robustesse en termes de restitution cartographique. Donc ça, c'est très...
Ouais. En tout cas, si je vous comprends, et je vous passerai la parole, Baptiste, voilà, on ne peut pas prétendre faire une analyse de sol sans être allé, aller sur le terrain faire une analyse de sol, sans avoir vu le contexte, sans s'être renseigné sur là où on va aller, ne serait-ce que pour définir correctement et le nombre de sondages et l'endroit où on va les faire. Patrick? Baptiste? Non, Euh, question. vas-y, Patrick. tu avais Non, non, encore- vas-y. Non, bah, je te laisse. Allez-y, allez-y. Non, moi, je voulais préciser, donc oui, c'est fondamental de bien préparer en amont, de faire une caractérisation détaillée des pédopaysages, des sols du territoire et tous les facteurs qui peuvent conditionner leur répartition. Facteurs qu'a déjà cité Patrick. Je voulais préciser qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir énormément de données disponibles qui n'étaient pas encore disponibles, enfin, qui étaient plus difficilement accessibles il y a même pas 10 ans. Je veux dire, aujourd'hui, sur le système d'information géographique, sur son logiciel de Carto, on peut charger des couches, on peut consulter des études pédologiques précédentes via le dispositif Réfersol. On a quand même accès à énormément de données et gratuitement. D'accord. Donc, Alors pourquoi faire des études sur les sols alors, si on a déjà plein de données? mais parce que la variabilité des couvertures pédologiques, elle est très fine. Et du coup, on a des données qui nous donnent, en gros, entre guillemets, une ambiance pédologique du territoire. Mais il faut préciser ces données à l'échelle locale pour répondre à des besoins de cartographie à des échelles plus précises. Ensuite, je veux juste revenir à la question, faut-il toujours faire des fosses pédologiques? Bon, Ouais. faire une fosse pédologique, c'est une organisation. Il faut une pelle mécanique. Bon, il y a des gens qui les creusent à la main, mais ça va plus vite et ça va plus loin en profondeur avec une pelle mécanique. Mhm. Donc, ça a un coût, ça prend du temps d'écrire un profil. Euh, c'est intrusif pour les cultures en place, évidemment, parce qu'il faut circuler avec cette pelle mécanique sur une parcelle, qu'il faut creuser des trous, et ça, évidemment, c'est un peu intrusif, on va dire ça comme ça. Mais évidemment, pour moi, ça reste le meilleur moyen de décrire un profil de sol. L'alternative, c'est la tarière. Une tarière, ça fait 6 cm, entre 5 et 7 cm de diamètre. Ouais, ça Donc, fait 30 cm² sur 1 hectare, 10 hectares, 30 hectares, a priori, ça fait pas beaucoup, hein. une pose pédologique, bah, on est sur une profondeur de 1,50 m, 2 mètres, sur Mhm. à peu près la même largeur, ça dépend. Mhm. Mhm. En vigne, il faut creuser entre les rangs, donc c'est une pose plus étroite. Mais en fait, observer le sol qui a un volume très variable dans l'espace, avec une tarière, c'est comme observer un panorama extraordinaire à travers un tout petit trou dans un mur, finalement. Vous Et aimez la bien pose cette image. pédologique s'apparenterait à une plus grande fenêtre qui nous permet de voir plus de choses et surtout d'observer le sol comme un volume. Donc, j'invite tous les gens qui participent à la JMS en Normandie de bien profiter de ces Fosse fosses pédologiques qui pédologique. vont être creusées partout pour bien se rendre compte de ce que ça représente d'être concrètement dans le sol. Voici la Harry Anglade, vous connaissez les fosses pédologiques, bien sûr, hein. Oui, j'en connais, oui. J'en fais pas, c'est pas moi-même qui l'ai fait, mais je connais à quoi elles servent, c'est quoi l'objectif. Justement, c'était pour rebondir sur ces questions d'échantillonnage. On voit bien que ce que Patrick avait abordé et ce que Baptiste a abordé aussi, cette façon d'appréhender les sols est différente. En fait, on va déployer une méthodologie bien spécifique, une stratégie d'échantillonnage spécifique. C'est toujours lié à l'objectif. C'est Ouais. l'objectif, c'est toujours lié à un objectif et c'est ça en fait qui va déterminer qu'est-ce qu'on va déployer sur le terrain et de quelle façon. Il y a une question, on veut répondre à une question donnée. Par exemple, pour faire des cartographies de ces profils-là, ben, ce n'est pas le même échantillonnage que si je souhaite évaluer la biodiversité d'un sol, que ce soit la biodiversité totale ou une question plus liée à un état sanitaire, par exemple des pathogènes. En fait, c'est l'objectif de la question qui va déterminer les moyens qu'on va mettre en œuvre pour y répondre. Une question de Jérôme Pinault, un internaute pour vous, Baptiste, mais je pense que chacun peut y répondre, en particulier vous, Patrick. Comment faites-vous, Baptiste, pour évaluer la profondeur du sol, la texture en profondeur et la réserve utile d'un sol lorsque vous avez un blocage à la tarière des 20 à 30 cm de profondeur? Bon, bah, la réponse est dans la question, on ne peut pas. Alors, moi, Ah, Patrick a une autre réponse. je vais nuancer. L'objectif, c'est pas de contourner l'obstacle, c'est de le surmonter.
Et dans ces cas-là, moi, j'invite fortement, et évidemment, le plus souvent, on fait des observations à la tarière. Mais bon, dans ces cas-là, on multiplie, on répète finalement en périphérie les sondages pour essayer quand même de passer ce blocage. Mais à défaut, et si vraiment il y a des enjeux très forts, et je pense notamment à la problématique zone humide, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à utiliser une pelle mécanique pour passer cet obstacle, de façon à avoir quand même une information sur au moins 1 mètre, 1,20 mètre de profondeur. D'accord. Je peux Il y a rajouter Bertrand. quelque chose, Frédéric. Ouais, Baptiste. Dans le cadre d'un projet, celui que je mentionnais tout à l'heure sur la caractérisation de la réserve utile en eau des sols forestiers, donc sur un matériau parfois très épais, on a fait des référentiels locaux qui permettent, à partir d'observations de surface, donc à la tarière, mais déjà en creusant un pré-trou à la pioche, qui permet d'évacuer certains cailloux de surface, d'essayer d'avoir une estimation du type de sol en présence et du coup de préfigurer d'une épaisseur possible. Et à partir de là, des fonctions qui permettent de relier des observations de surface, de subsurface, on va dire, et qui permettent d'extrapoler un petit peu ces observations pour prédire des observations plus profondes ont été mis en place. Mais par contre, pour mettre au point de tels modèles, il faut des études détaillées sur des territoires pas trop grands et pas trop variables pour pouvoir permettre de jongler et d'optimiser, enfin, d'utiliser des observations de surface pour prédire des caractérisations de profondeur. Donc ça On la re- existe, mais Ouais. c'est pas facile. Et l'épaisseur du sol, qui est le premier paramètre qui contrôle la réserve utile en eau, ça reste un petit peu la difficulté dans ce cadre, quoi. D'accord. Bertrand Laroche nous apporte une précision utile. Il nous dit qu'il y a une norme qui fixe la densité des sondages, c'est la norme Carto NF X31-500 en fonction de l'échelle de restitution de la carte. Voilà. Vos activités sont donc normées, on ne fait pas un coup de tarière où on veut quand on veut. Alors, il faut déjà demander l'avis du paysan, mais on fait pas un coup de tarière comme ça. Ça doit répondre à une norme, ça doit s'adosser à des référentiels. Tout ça est strictement prévu et ordonné. Oui, alors effectivement, ce que dit Bertrand est juste. Quand on est sur du 10 millième, bon, à l'échelle du 10 millième, donc ça veut dire une cartographie fine des sols, à ce moment-là, il faut prévoir un sondage pour à peu près 10 hectares. C'est à peu près la norme. Alors, un sondage pour 10 hectares, effectivement, comme Frédéric, vous le disiez, la surface couverte par un sondage, avec une tarière de 7 cm de diamètre, c'est à peu près 30 cm². Pas beaucoup, hein. Pour 10 hectares, 10 hectares en centimètres carrés, si je ne m'abuse, ça fait 1 milliard de centimètres carrés. C'est ça. Donc, quelle est la représentativité de 30 centimètres carrés pour 1 milliard de centimètres carrés? C'est là où, effectivement, il est important d'avoir une très, très bonne connaissance préalable du terrain et d'avoir des réflexes d'observation botte au pied, toujours en éveil. C'est essentiel. Après, c'est vrai que quand on passe au 50 millième, bah, on va passer plutôt à un sondage pour 30 hectares. Et puis, quand on passe, on en parlait tout à l'heure, au référentiel régionaux pédologique, bon, on va dire qu'en moyenne, hein, c'est une moyenne, c'est un sondage pour 400 hectares. Donc, bon, ça peut aller de 200 hectares à 600 hectares. Mais, donc, en fonction de l'échelle, effectivement, la densité est très variable. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, ce que disait Baptiste tout à l'heure, c'est que quelle que soit l'échelle à laquelle on va mener ces observations pour envisager une extrapolation, on ne pourra jamais atteindre la complexité réelle de la distribution des couvertures pédologiques, parce que c'est effectivement une ressource naturelle qui est extrêmement variable, à la fois dans l'espace, mais aussi dans ses propriétés. Donc, on essaye de faire des cartes les moins fausses possibles, mais on n'est jamais sur des cartes justes en réalité, hein. On essaye de s'approcher d'une réalité sans jamais l'atteindre. Et vous m'avez coupé l'herbe un peu sous le pied, Patrick et Baptiste, en fait, vous tous. Il y a déjà beaucoup de données existantes, vous l'avez dit, Baptiste. Patrick, vous avez parlé d'extrapolation. Est-ce qu'à partir de toutes les données déjà existantes, je vais employer le terme tarte à la crème d'aujourd'hui, une intelligence artificielle permettrait d'évaluer sans se tromper des critères, de faire un vrai faux diagnostic, de l'extrapoler à partir des données existantes, ce qui ou bien vous faciliterait le travail, ou bien alors vous mettrez au chômage, Baptiste et Patrick.
Est-ce que compte tenu des données existantes, on peut se passer d'aller faire des coups de carrière ici ou là? Discutez avec n'importe quel agriculteur, il vous dira que sur une parcelle donnée, qui fait moins d'un hectare parfois, on peut avoir plusieurs types de sols différents. Mhm. Que cette variabilité, elle n'est pas captée par les données actuelles. Et donc, D'accord. moi, j'ai aucun souci. Je ne pense pas qu'on sera remplacé de sitôt par des applications informatiques. Est-ce que ça peut vous Alors, faciliter le travail, Patrick? moi, je dirais que moi, je pense que l'intelligence artificielle nous permettra à terme de nous rapprocher de ce qu'on est capable de faire avec l'expérience du terrain au fil des années. Ça prendra du temps, mais je vois pas pourquoi l'intelligence artificielle n'y parviendrait pas, en sachant qu'effectivement, il faut au départ pouvoir apporter de l'information, hein. Il faut nourrir l'intelligence artificielle de données. Et ces données, comme je le disais tout à l'heure, elles concernent à la fois l'approche préalable, et puis elles concernent les observations, les descriptions qu'on peut faire au point de sondage. Ce qui m'amène d'ailleurs à évoquer cette idée un petit peu erronée, enfin, je le considère comme telle, que la donnée brute finalement n'a très peu de valeur ou pas de valeur au regard des modalités de valorisation qu'on peut en faire. C'est-à-dire ce que sort l'appareil de mesure, les chiffres bruts, non Oui, pas c'est ça. interprétés. C'est la D'accord. donnée, c'est la fiche de terrain finalement qu'on remplit sur le terrain en se disant ça c'est de la donnée brute, c'est une donnée finalement en tant que telle qui n'a pas de valeur pour répondre aux enjeux de territoire. Non, enfin, pour moi c'est complètement faux, hein, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait quand on remplit une fiche de relevé de terrain, en fait c'est comme si on remplissait un carnet de famille, un livret de famille, où dans un livret de famille on a le poids, la taille, le nom, le lieu de naissance de l'enfant. Eh ben, quand on remplit une fiche de relevé, on apporte ce genre d'informations concernant un sol, et ce sont ces informations qui ensuite vont pouvoir être remobilisées par l'intelligence artificielle, que nous aussi nous remobilisons, pour pouvoir envisager de manière assez pertinente une spatialisation des données dès lors qu'on en a suffisamment. Donc, ces données, elles sont fondamentales pour moi, elles sont essentielles. Sans la qualité de ces données brutes, ensuite, c'est toute la chaîne de traitement qui en dépend, donc, et toute la pertinence des données qui en résultent. Donc, c'est de la donnée fondamentale, et pour moi, je pense que cette intelligence artificielle, si elle est bien nourrie par ces données brutes, peut se rapprocher progressivement de ce qu'on est capable de faire sur le terrain. La donnée brute a de la valeur, encore faut-il qu'elle soit bien recueillie, sans biais statistique, voilà, selon des méthodes normées. Vous buvez du petit lait, Sylvie Chartrain, de la donnée brute, c'est ce que vous fournissez, non? Oui, pour certains critères, le pH, toutes ces données-là, on les fait quotidiennement. pH, calcium, potassium, sodium, cuivre, zinc, manganèse, fer. On a toutes ces données-là, nous, oui. C'est ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on analyse au quotidien sur les sols. Et vous les distribuez comment? Vous les donnez comment ces données à ceux qui vous les ont demandées, de manière brute, comme ça, ou vous les interprétez, les cartographiez, les représentez d'une façon ou d'une autre? C'est demandé par des agriculteurs, hein, dans 90% des cas, et c'est rendu sous forme de bulletins d'analyse avec interprétation quand les cultures sont mises, sont données. D'accord. Et le plus souvent, parce que ce qui intéresse l'agriculteur, certes, c'est de savoir quelle est sa valeur de pH, mais c'est surtout s'il doit apporter ensuite, faire des apports pour obtenir le meilleur rendement. Oui, donc la donnée, elle est brute, mais elle est aussi Elle interprétée est pour répondre à la interprétée. question posée. Voilà, elle est interprétée. Voilà. D'accord. Voici là, pareil. Comment vous C'est représentez la donnée brute que vous sortez de vos analyses? C'est pareil, de notre côté, nous, nos questionnements sont beaucoup portés sur tout ce qui est compartiment biologique, et notamment microbiologique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut interpréter une variable biologique, on est obligé de la resituer dans son contexte physico-chimique. Mm. Donc, C'est-à-dire, en fait, dès lors qu'on veut interpréter, par exemple, une mesure de carbone microbien ou une mesure d'une activité enzymatique, une abondance de bactéries, de champignons, quel que soit cet indicateur biologique, on est obligé de le resituer dans son contexte agro-pédoclimatique. Et donc, à ce moment-là, on va forcément faire des mesures de pH, de carbone, d'azote. On va vraiment le remettre dans son contexte physico-chimique. Ensuite, va s'ajouter à cette interprétation le contexte agronomique. d'accord. D'accord? Donc, il y a un premier degré d'interprétation qui est la position de ces valeurs qu'on a mesurées dans un référentiel. Et ensuite, voir la relation, comment cette valeur va bouger en fonction du contexte agricole. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On arrive maintenant à faire du diagnostic sur la base des indicateurs biologiques,
Mais c'est vrai, quand on parle d'indicateurs biologiques, on est aussi en train de parler d'indicateurs physico-chimiques. On ne peut pas s'en Ça fait que affranchir. vous ne faites pas que de la microbiologie, cher Wassila, vous faites un peu On tout. ne fait pas que de la microbiologie, bien évidemment. On fait aussi des indicateurs physiques et des indicateurs chimiques. La biologie, on ne peut pas interpréter une valeur biologique sans la remettre dans son contexte D'accord. physico-chimique. Vous voyez, Sylvie Chartrain, il y a peut-être un marché pour vous. Vous faites du physico-chimique et en même temps, vous créez un contexte pour de futures études microbiologiques, mais vous nous disiez qu'il n'y avait pas la demande encore. Hein. On a très peu de demandes, donc il faut peut-être qu'on se mette en relation, Wassila et moi, après le webinaire. Et j'y reviendrai après hein, sur ce qui est peut-être en train de changer avec l'arrivée de la directive cadre. Baptiste, vous avez l'épaule qui vous fait mal, là, à force de lever la main. Ouais, ouais, Patrick, je te comprends. Euh, Ce que je voulais dire, c'est qu'on parle de remettre les analyses, entre guillemets, dans leur contexte. Il ne faut pas oublier que une analyse physico-chimique, même si elle est réalisée sur des échantillons composites, euh, bon, elle va nous donner une information très précise que l'expertise enfin, à la sensation, on va dire, du pédologue sur le terrain ne peut pas capter. C'est-à-dire la texture réalisée en laboratoire sera toujours plus précise que celle estimée par un pédologue dans une fosse qui fait des études de texture. Par contre, ce n'est pas gratuit. Mais je ne parle pas de coût, je parle que au préalable, il faut positionner cet échantillon dans un contexte, c'est-à-dire dans un profil de sol. On peut avoir des échantillons de surface, mais une analyse nous donne finalement une information unidimensionnelle d'un espace, d'un volume en 3 dimensions. Donc, c'est ponctuel dans le temps, c'est ponctuel dans l'épaisseur, c'est-à-dire qu'on en a une analyse pour un horizon de sol. Et parfois, on a des profils de sol avec des successions d'horizons où on peut avoir 3-4 horizons sans problème. Du coup, il faudrait faire 3-4 analyses pour avoir une donnée complète sur le profil de sol. Et du coup, bah, ça coûterait 3 à 4 fois plus cher. Ensuite, il y a des tas d'éléments qui rentrent dans la détermination de ce qu'on peut appeler la fertilité des sols, qui ne sont pas captés par les analyses en laboratoire. Tout ce qui est relatif à la structure d'un sol n'est pas capté, puisque l'échantillon de sol, sauf des analyses assez pointues, est déstructuré, tamisé à 2 mm pour en mesurer les caractéristiques physico-chimiques ou biologiques. Donc, il faut au préalable recueillir des données sur les sols qui viendront renseigner et compléter les données très précises du laboratoire. Ensuite, je parlais tamisé à 2 mm, ça veut dire que tout ce qui est fraction de caillouteuse d'un sol, ce n'est pas estimé par un laboratoire. D'ailleurs, moi, si je fais des prélèvements pour les envoyer au laboratoire, en général, j'enlève les gros cailloux parce que c'est moi qui paye le colis. Et je ne vais pas m'amuser à envoyer des cailloux à l'autre bout de la France, sachant que la première chose que fera le laboratoire, c'est d'enlever ces cailloux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'analyse physico-chimique en laboratoire ou biologique en laboratoire, elle nous donne accès à une information très précise, mais qu'il faut absolument, absolument repositionner dans un contexte qui ne peut passer que par l'observation de l'opérateur de terrain. D'accord. Oui, pour oui. compléter ce que vient de dire Wassila. Baptiste, pour compléter ce que vient de dire Baptiste, je suis tout à fait d'accord, puisque nous, quand on va sur le terrain, l'objectif, c'est quand même de faire une évaluation biologique du sol, mais ça ne nous affranchit pas de faire de temps en temps un test VES ou un test bêche pour justement aller prospecter cet état physique du sol. On a aussi des fiches qu'on va remplir basées sur l'observation de cette parcelle, notamment le taux de cailloux, enfin, de ces trucs-là. Donc, oui, c'est des trucs qu'on prend en compte. C'est des aspects qu'on prend en compte pour être un peu plus fiable dans l'interprétation des données biologiques. Voilà qui me rassure, vous êtes transversal, vous n'êtes pas que microbiologiste, vous regardez un peu au-delà de votre labo. Vous savez, ça me fait plaisir, hein, parce que la transversalité, voilà, tout le monde en parle depuis des années, mais finalement, chacun est dans son silo. En fait, non, pas du tout. Question pour tout le monde de Virginie Dric, sur quoi peut-on s'appuyer? Non, c'est pas ça, pardon. Attendez, où est passée ma question? Elle est là, non? Alors, je suis désolé, là j'ai l'air un peu bête parce que ma question vient de m'échapper. Non, je l'ai perdu. Excusez-moi. Voilà. Non, c'est quelqu'un qui proposait de faire une espèce de demi-mesure entre le coup de tarière et pardon, la fosse avec
transpalettes. Ça vous dit quelque chose? Non, là, j'ai vraiment l'air très bête parce que… Oui, c'est ça, Jeanne Le Rebourg. Les mini-profils 3D creusés au transpalette seraient-ils une méthode intermédiaire intéressante, moins de temps, organisation moins complexe, ou n'est-ce pas assez profond? Oui, bah, la réponse, elle est donnée dans la remarque. Hein, c'est que tant qu'on n'a pas accès à l'ensemble du solum, on ne peut pas en tirer de conclusion sur tout un tas de fonctions. Donc, c'est une approche intéressante pour ce qui se passe sur la partie supérieure du sol, sur l'épisolum, mais ça ne permet pas d'avoir une connaissance exhaustive du profil, enfin du sol en place dans son intégralité. Très Donc, bien. Justement, gardez la main, Patrick. Ce que vous avez fait, vous, en Normandie, donc vous êtes allé jusqu'à une carto de multifonctionnalité des sols à usage des élus. Racontez-nous un peu la genèse de ce que vous avez fait. Quelles données vous êtes allé utiliser? Comment vous les avez mises en forme? Alors, pour ceux qui étaient présents au webinaire précédent, Marlène Minor on a déjà un petit peu parlé, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'était, dans le cadre d'une demande de la métropole de Rouen-Normandie, de pouvoir acquérir un référentiel sol de façon à remobiliser ses connaissances dans le cadre de la planification territoriale en lien avec la révision du SCOT et du PLUI. Et donc, il s'agissait, partant du principe que les données disponibles sur le moment étaient des données qui étaient liées au référentiel régional pédagogique, au 258e, que ces données à cette échelle-là n'étaient pas en adéquation avec l'échelle de planification territoriale du territoire. Et donc, il fallait descendre d'échelle et pouvoir proposer des données au 50 millième et au 10 millième pour les secteurs à fort enjeu que constituent les zones AU, hein, les zones à urbaniser. Donc, on est parti effectivement quand même de ce background, de ces données référentielles régionales pédologiques, hein, qui nous donnaient finalement un état des types de sols qu'on était susceptibles de rencontrer sur le territoire, mais qu'il fallait approfondir et aussi bien cerner sur le plan de leur répartition spatiale. Donc, on a engagé avec Marlène Minor, qui a piloté au nom de la métropole finalement cette initiative et qui m'a accompagné dans la réalisation du travail sur la production de ces données qui ont pris un petit peu de temps. C'est vrai, on a parlé du coût tout à l'heure en disant oui, c'est un peu plus de 100 000 euros, mais c'était une de mes remarques que j'avais faites aussi dans les commentaires, c'est que on estime aujourd'hui que la création d'un rond-point, hein, c'est des informations que j'ai obtenues par le centre d'équipement, centre d'équipement technique du ministère de l'équipement, qui dit qu'un rond-point, c'est à peu près 400 000 euros de coût de réalisation. Un rond-point, 400 000 euros hein, en moyenne. Donc il y a des petits, il y a des plus gros, bon, ça varie, c'est la moyenne. Donc une étude de ce type-là, c'est 4 fois moins et c'est surtout des données qui vont être mobilisées sur le moyen long terme. Donc si on ramène ça au nombre d'habitants par an, on s'aperçoit que finalement, c'est des coûts finalement extrêmement modiques au regard des services que cela peut rendre sur les projets de gestion durable du territoire, comme c'est proposé dans ces documents d'urbanisme. Donc, c'est pas si cher ce que vous avez fait. non, enfin, un quart de rond-point pour connaître les sols de la métropole de Rouen, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça qu'il faut relativiser. Et donc, ces données, elles ont été très utiles pour répondre à un certain nombre de questions qui étaient posées par la métropole sur son territoire. Hein. C'était de savoir, est-ce qu'on peut envisager, par exemple, la mise en place d'une ceinture maraîchère? Est-ce qu'on peut réintroduire des pratiques d'élevage sur des territoires qui sont sensibles au regard de la protection de la qualité de l'eau, par exemple? Est-ce que les potentiels d'infiltration des sols nous permettent aussi de peut-être d'affiner ou d'amender les schémas d'infiltration qui sont proposés au niveau de la métropole? Mais ça, Patrick, c'est ce que vous avez proposé aux élus de la métropole ou c'est ce que les élus de la métropole vous ont demandé? Non, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fait, ce sont des questions que se sont posées les services de la métropole, mais en lien avec les échanges que ces services peuvent avoir avec les élus, avec les acteurs de la société civile du territoire. Donc, ça veut dire que derrière, il y a des questions qui sont posées par ce territoire et auxquelles on peut répondre à travers la connaissance sur les sols. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de cette étude, hein, qui a fait l'objet d'un rapport qui est
je le redis, téléchargeable sur le site internet de la métropole, où vous pouvez récupérer l'intégralité de l'étude, qui présente à la fois les sols, mais aussi l'utilité de la connaissance de ces sols pour répondre à un peu plus de 70 questions posées par la métropole. On mettra le lien sur le chat, ce sera plus facile pour tout le monde. Mais en tout cas, j'entends que voilà, ce qu'on va chercher, le diagnostic qu'on va faire sur un sol, il faut peut-être le répéter, dépend de la question posée toujours. On part jamais d'une page blanche. Un, il faut avoir le contexte, et deux, il faut savoir quelle réponse on va devoir donner à la question posée. Donc, il faut connaître les questions posées. On ne part pas d'une page blanche. Oui, tout à fait, c'est essentiel. C'est essentiel pour ensuite. Alors, après, il y a des contingences qui font qu'on peut y répondre totalement ou partiellement. C'est notamment des questions de coût, parce que quelquefois, les enjeux sont tels qu'il faudrait pouvoir disposer d'une information très fine, très précise, et aussi au niveau des paramètres étudiés, qui soient les plus complets possibles. Donc, ça, malheureusement, c'est toujours un compromis, hein, un arbitrage entre ce qu'on est capable d'apporter en réponse au regard des moyens qui sont mis en face. D'accord. Et est-ce que selon la question posée, selon la fonctionnalité cherchée des sols, même si les diagnostics vont être les mêmes, j'en sais rien, le pH, on va l'utiliser pour répondre à des questions différentes, est-ce que comment dirais-je, la valeur de référence sera différente? Est-ce qu'on va aller plus loin dans l'analyse? Ou est-ce qu'à chaque question posée, on a un diagnostic différent, on se pose des sous-questions différentes? Je ne suis peut-être pas très clair, mais vous allez me comprendre. Baptiste. Non, je suis désolé Frédéric, mais j'ai pas compris la question. Bah, Est-ce que… Oui, Patrick. bah, si j'ai à peu près compris, c'est que en fonction de la question, effectivement, on va utiliser telle ou telle donnée de manière directe ou indirecte. Là, pour la métropole, par exemple, on s'est interrogé sur la résilience de l'agriculture sur la métropole en lien avec le changement climatique, le dérèglement climatique. Bon, pour répondre à cette question, ce que l'on a fait, c'est évidemment, on a réutilisé les données de l'ADRIAS qui remobilisent les scénarios du GIEC. Et puis, on a pris en compte des données sols, mais pas toutes les données sols. Ce qui a été important, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'estimation du réservoir utile et de croiser, dans le cadre de la réalisation d'un bilan hydrique, l'évolution de la réserve utile dans le réservoir utile en fonction des données climatiques actuelles et des données climatiques attendues pour un moyen terme, on va dire, pour l'horizon 2050. Et donc là, c'est vrai que ce qui est important, c'est de disposer de cette information réservoir utile. Et ça nous permet ensuite de nous dire, effectivement, dans ce contexte-là, finalement, les sols vont pas trop être impactés en termes de déficit hydrique, de sécheresse édaphique. Et donc, il n'y aura pas trop de contraintes ou d'impact en termes agronomiques. Et puis, il y a des secteurs où déjà, dès maintenant, on se rend compte que des effets du réchauffement climatique et que ça ne va aller qu'en s'accentuant et que ça va poser des problèmes concernant le maintien de l'agriculture ou le maintien d'un type d'agriculture. Bon, merci d'avoir fait semblant de comprendre ma question, à laquelle je finissais par ne plus rien comprendre du tout, vu que j'avais 3 idées en tête en même temps pour gagner du temps. Voici là, vous aviez acquiescé par politesse sans doute quand j'ai posé ma question que je ne comprenais même plus. Oui, ben là, on renvoie un peu à la question des référentiels. Ouais. Comment interpréter la donnée? Ben, du coup, c'est vrai, ça dépend de l'objectif. L'idée, c'est de se dire, moi, je veux vous parler de ce que je connais le mieux, c'est les sites, c'est les sols agricoles, les contextes de grande culture. Si par exemple, je suis amenée à faire un diagnostic dans une parcelle agricole en grande culture, si j'acquiers une donnée sur cette parcelle-là, je ne vais pas comparer cette donnée dans un référentiel, par exemple, sur un sol de vigne, par exemple, une gamme de variations de vigne. D'accord. Donc, du coup, il faudrait essayer de replacer chaque valeur dans son contexte. Et quand on parle de contexte agronomique, mais quand on a la chance, je parle pour les indicateurs biologiques, hein, pour lesquels on n'a pas beaucoup de référentiels ou ils ne sont pas très étoffés, on peut aussi aller un peu plus fin dans ce référentiel et replacer cette valeur dans son contexte de texture, mais aussi dans son contexte de pratique. Donc, du coup, oui, ça dépend. On va déployer un panel d'indicateurs en fonction de la question et de l'objectif. Pour optimiser l'interprétation, il faudrait se référer à un référentiel. Plus ce référentiel est précis,
plus l'interprétation peut être Mais fiable. ça veut dire qu'on choisit son propre référentiel à chaque fois. C'est très subjectif quand même. C'est Bah, aussi une source c'est- d'interprétation et d'erreur, de biais. non, c'est pas on choisit. C'est une rigueur qu'on s'impose. C'est-à-dire, si J'aime j'ai bien fait votre une formule. analyse, oui, c'est une rigueur qu'on s'impose. C'est pas on choisit. Parce que des fois, c'est vrai, on n'a pas le choix. On dépend pas, on dispose pas de référentiels très étoffés qui vont couvrir, par exemple, une large gamme de textures du sol ou une large gamme de pratiques agricoles, par mode d'usage, hein, j'entends. Donc, du coup, plus on est précis dans ce référentiel, et mieux c'est. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre par exemple une valeur de carbone microbien, une biomasse microbienne que j'ai mesurée dans un sol de vigne, que je vais replacer dans un référentiel de grande culture. Parce que quand on est à 200 ou 300 mg de carbone dans une grande culture, ben, on est dans des valeurs faibles, mais quand on est dans un sol de vigne, on est bon. Vous voyez, donc du coup, c'est-à-dire il faut toujours replacer la valeur dans une gamme de variations qui correspond au potentiel de ce sol-là. D'accord. Mais alors, à quel référentiel on fait référence? On va comparer son vignoble, pardon, à un autre vignoble, ou on va comparer son vignoble à un autre vignoble ou à une autre terre sous un climat exactement équivalent, avec le même Ben, profil pluviométrique. À quoi on fait référence? c'est ce que disait tout à l'heure Claire Hmm. Chenu. Il faudrait bien, en fonction de l'objectif, bien contextualiser. Pour les données physico-chimiques, quand on est dans des caractéristiques sur des données un peu plus pérennes du sol, les méthodes sont normées, les référentiels existent, on est dans quelque chose qui est très riche en data. Mais dès lors qu'on s'intéresse aux paramètres biologiques, ben, les référentiels sont plus restreints et sont très différents. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas la même méthode d'échantillonnage, on n'utilise pas la même profondeur, tous les protocoles des paramètres biologiques ne sont pas normés, certains le sont, mais pas tous. Et donc, du coup, ça rend un peu difficile l'idée de mutualiser les référentiels. D'accord. D'accord? Donc, c'est ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans le cadre du RMT bouclage, le groupe de travail bioindicateur d'état des sols essaye de mettre en place un recueil de fiches méthodologiques pour dire, bah voilà, si vous voulez mesurer un carbone microbien, voilà la technique. Si vous voulez mesurer une biomasse moléculaire, voilà la technique. L'idée, c'est pas d'imposer quelque chose, mais c'est de se dire, si plusieurs laboratoires utilisent les mêmes méthodes, on pourrait arriver à un moment donné à mutualiser les référentiels D'accord. et Baptiste donc Falgaillard, affiner l'interprétation. Baptiste, vous êtes patient. Euh, c'est une question très épineuse, la question des référentiels, vous l'avez compris. Oui. Parce qu'en fait, la combinatoire de tous les cas de figure, elle est assez démente. Mhm. Parce que là, on parle donc de pédoclimat, c'est-à-dire de climat, de type de sol, même en dégrossissant des gros types de sols. Mais si on est sur des zones cultivées, il y a aussi tout l'historique de la culture qui peut influencer un résultat. Et ça ne veut pas dire la même chose. Euh, Certains indicateurs, des valeurs d'indicateurs mesurées sur une prairie ou sur une prairie qui est en prairie alors qu'on a défriché la forêt il y a 2 ans. Je veux dire, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et il en va de même, du coup, pour l'interprétation agronomique, entre guillemets, des résultats. Donc, Mhm. on est quand même un peu obligé de faire toujours du cas par cas. Et on peut prendre D'accord. l'exemple, je travaille avec des vignerons par Mhm. chez moi. Euh, le conseil qu'on leur donne derrière, parce qu'à la fin, on peut aussi donner des conseils, même si on n'est pas forcément agronome, des conseils de pratique culturelle, j'entends, pour maintenir, voire augmenter la production ou le rendement de la production. Mais si on parle de vignes, par exemple, il y a des vignerons qui acceptent tout à fait d'avoir des faibles rendements pour faire des vins plus qualitatifs, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça qu'ils expliquent leur démarche. Et avec eux, on peut être beaucoup plus, comment dire, enfin, on n'aura pas les mêmes positionnements et les mêmes interprétations des résultats qu'avec un vigneron qui a besoin de faire 80 hecto-hectares ou 100 hecto-hectares pour maintenir son modèle économique. Je veux dire, l'interprétation, en tout cas, les référentiels en amont c'est un dossier épineux et ce côté épineux, on le retrouve aussi à l'aval quand il faut expliquer et interpréter les résultats pour des agriculteurs. Donc, D'accord. C'est là où il peut y avoir un biais. Sylvie Chartrain, vous êtes d'accord? Oui, et la plupart du temps aussi, il faut deviner les renseignements. Le conseil de fumure, nous, Deviner les renseignements. Attendez, comment on Ah, peut deviner quand on donne du conseil aux agriculteurs? on fait un conseil l'analyse est payante, le conseil est gratuit. Mais quelquefois, ils veulent non mais voilà.
s'ils n'ont pas mis de renseignements, ils veulent quand même une interprétation, hein. Donc nous, par habitude, on va mettre très classiquement, en Basse-Normandie, une rotation blé, maïs en silage, par exemple. Mhm. Mais c'est un, c'est- c'est un conseil Un peu théorique. un peu très théorique, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, parce que vous n'avez pas On ne va pas savoir s'ils ont fait des impasses avant, tout ça, C'est ça ça. rentre en jeu dans le conseil de fumure. S'ils ont fait des apports de matière organique ou pas, ils n'ont pas les renseignements ou ils les C'est un ont. peu hasardeux quand même, parce que vous avez un échantillon, vous n'avez pas le contexte climato-paysager dans lequel l'échantillon a été pris. Le résultat de pH qu'on trouvera, c'est le résultat de pH à l'instant T quand on a fait le prélèvement et l'analyse, puisque c'est normalisé, enfin, le pH, c'est fait avec une méthode et les normes françaises et internationales, internationales, c'est le résultat. Mais après, l'interprétation qu'on en fait derrière, en fonction des rendements qu'ils souhaitent faire, etc., ça reste approximatif, D'accord, c'est même si, intéressant. Mais même ça, si vous le le précisez référentiel est sur... toujours le même. Ouais. Mais ça, vous le précisez quand vous Oui, envoyez votre rapport, vous c'est précisez qu'il y a une marge d'erreur. en Oui, fonction des données fournies par l'agriculteur. d'accord. Il y a une question pour vous, Patrick, de Virginie Dric, peut-être aussi pour, bon, en fait pour tout le monde, hein. Je suis œcuménique. Sur quoi peut-on s'appuyer? Vous citiez les nombreuses données déjà disponibles, ça c'était, non, Baptiste et Patrick, pour prééclairer un EPCI et le sensibiliser à la qualité des sols sur son territoire sans passer dans un premier temps par l'étape du carottage. Est-ce qu'il n'y a que le GIS-Sol? Non, alors oui, enfin, il y a le GIS-Sol. Effectivement, il faut quand même rappeler toutes les données qui sont disponibles avant même d'envisager des sondages sur le terrain. Donc, il faut quand même rappeler tous les travaux et toutes les données qui sont aujourd'hui capitalisées par Donsol et par le GIS-Sol. Donc, il y a l'unité Info et Sol de l'INRA d'Orléans, hein, centre Mhm. Val-de-Loire, qui gère Donsol, donc le stockage, l'archivage, la structuration des données qui sont produites dans le cadre des programmes du GISOL. Donc, il faut se référer en région, bien évidemment, aux référentiels régionaux pédologiques qui existent pratiquement partout en France aujourd'hui. Il faut se référer aux cartes que j'ai pu évoquer, hein, les cartes départementales des terres agricoles. Ce sont quand même des documents très intéressants qui permettent aussi, par extrapolation, peut-être d'anticiper des résultats qu'on pourrait obtenir sur le terrain. On peut utiliser les données de la BDAT. Madame Chartrain en a parlé tout à l'heure. Ce sont des données importantes. On peut aussi évoquer les données du réseau de mesure de la qualité des sols. Donc, il y a les QS. données de la première campagne et de la deuxième campagne en cours qui peuvent être utilisées, hein. On a quand même une donnée de sondage tous les 16 km de côté, une donnée, pardon, RMQS tous les 16 km de côté, donc 2200 points qui sont renseignés de manière très, très fine sur les propriétés physico-chimiques et biologiques également. Et puis, il faut citer aussi toutes les études locales que l'on peut, qui sont pas forcément connues, mais dont on peut avoir accès, notamment avec les outils du GISOL, hein. Il y a Refersol qui permet d'avoir un inventaire finalement des études menées à tel ou tel endroit. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le site du GISOL et utiliser cet outil Mhm. Refersol. Il y a aussi, on veut avoir peut-être un éclairage par un référent. Il faut ne pas hésiter à consulter aussi les données de Géosol qu'on trouve sur le site du GISOL. L'AFES, bien évidemment, fournit il y a également beaucoup d'informations sur si on souhaite disposer de nouvelles connaissances via son site internet, hein, qui apporte beaucoup d'informations. En tous les cas, qui peut mettre aussi en relation avec des référents régionaux. Donc, il existe beaucoup de possibilités finalement d'acquérir de la connaissance de manière directe ou indirecte avant d'envisager effectivement ce type d'initiative. Baptiste. Ouais, j'insiste sur le dernier point dont a parlé Patrick. Euh, via l'Association française pour l'étude des sols, on peut être mis en contact avec des référents locaux qui sont enfin, des pédologues à l'échelle des territoires qui ont une connaissance aiguë et étayée par des données. Ils peuvent renseigner sur les types de sols en présence, préfigurer un petit peu première répartition spatiale et renseigner sur les données disponibles aussi. Donc, pas hésiter à passer par là. J'ajoute pour compléter ce que disait Patrick, en contexte forestier, on a aussi les catalogues de stations forestières qui sont une mine d'informations importante pour les sols en forêt.
et d'autres données d'ailleurs, comme le réseau René Coffort, etc. Vous n'avez qui pas ont- parlé d'ailleurs, Baptiste, du réseau des phosphédos de la FES? Alors, le réseau des phosphédos de la FES, qui s'appelle Promosol Terrain, Voilà. part du, euh, enfin, part du constat qu'on a un manque d'opérateurs pédologues sur le terrain en France actuellement, surtout pour faire face aux enjeux. Moi-même, bureau d'études à moi tout seul, mais en réseau. Je ne peux pas répondre à toutes les demandes que je reçois. En tout cas, il y a des Quotidiennement. référents, voilà, des Donc, référents l'idée, c'est de phosphédos. pouvoir former des personnes qui ne partent pas de zéro, donc qui ont déjà des connaissances en sciences du sol, les former et les accompagner dans un parcours de formation, de description de profil de sol via des fosses pédologiques. En gros, le concept est très sympa. On creuse des trous, on met 6 personnes dans les trous et ils discutent entre eux tout en décrivant des fosses pédologiques. Aujourd'hui, on a un manque aussi de formation, donc de formation possible pour faire du terrain avec des pédologues. Il y a des formations qui se mettent en place et faut pas les oublier. Je veux dire des formations académiques. Mais l'idée, c'est en attendant que la FES mette en place ce réseau et le formalise via un parcours de formation sur le long terme. Parce que tous les pédologues vous le diront, à chaque fois qu'on décrit un profil, on est meilleur qu'avant. C'est-à-dire qu'on n'arrête jamais de progresser et c'est jamais fini l'apprentissage, étant donné ce qu'on a dit à peu près depuis 1 heure maintenant, que c'est des études au cas par cas, les On a sols, bien et compris, qu'on se oui. retrouve à chaque fois face à des situations différentes. Une Donc, question technique de... l'idée, Oui, c'est d'accompagner des apprenants par des pédologues confirmés pour qu'ils puissent monter en compétences. très bien. Une question technique pour vous. Tous et toutes, avez-vous déjà expérimenté des questions de Paul Vendôme? Avez-vous déjà expérimenté des méthodes de mesure indirectes et non destructives, type capteur, conductivité, permittivité électrique pour la mesure des variables du sol? Ah, Quelqu'un veut autrement dit, Oui, faut-il alors, toujours oui, foutre un coup de tarière? Patrick. ouais, alors moi, je l'ai expérimenté avec Ardalis dans le cadre de l'installation d'une plateforme expérimentale en Normandie, dans le secteur sud du Calvados, où on a fait des mesures de résistivité et en même temps, moi, j'ai fait la cartographie des sols et on en est arrivé à des résultats qui étaient au moins la moitié du temps décorrélés. Donc, D'accord. c'est des mesures où il faut faire très attention. Elles sont peut-être intéressantes, mais là encore, limitées à la fois par rapport au temps, par rapport au coût, et par rapport aux échelles, parce que c'est bien pour faire ça dans le cadre d'une parcelle agricole, mais quand on veut raisonner sur un territoire départemental qui fait plusieurs milliers de kilomètres carrés, ça ne marche plus. Donc voilà. Donc localement, ça peut être un complément utile, une substitution non, un complément utile, mais voilà, en sachant que il faut bien maîtriser le paramétrage parce qu'on peut avoir des résultats qui disent diamétralement le contraire de ce qu'on peut observer à Paris. Et question que j'ai posée tout à l'heure et qui rejoint une question qui sera posée le 4 ou le 5 décembre, je ne sais plus, par mois. Donc, le satellite, l'imagerie, l'infrarouge, le proche infrarouge, ça peut vous aider, vous autres pédologues, à savoir où mettre votre coup de tarière ou à vous passer de mettre des coups de tarière? Baptiste. Oui, absolument. En tout cas, les images infrarouges Pardon. permettent d'observer des fois des choses qui ne sont pas décelables euh, avant d'aller sur le terrain, je veux dire en amont, des choses qui ne sont pas décelables sur les images dans le visible. Juste pour revenir sur la résistivité, excusez-moi, Ouais, je fais un petit ouais. peu des va-et-vient. Euh, j'ai vu utiliser ça souvent dans de l'agriculture de précision, donc dans de la Mhm. caractérisation de la répartition spatiale des sols à une échelle très fine, infraparcellaire. Mais moi, je n'utilise pas ça en routine. Pour les raisons qu'a dit Patrick, c'est que ça coûte assez cher. D'accord. Bon, je parlais de proche infrarouge pour faire le malin, c'est Isabelle Gatin qui va en parler. Une Ah oui, collègue à vous, Wassilia, oui, a uni la salle. oui, justement, moi, je voulais juste rebondir sur cet aspect-là. C'est vrai que pour les indicateurs biologiques, bah, on a abordé aussi l'aspect, en plus des contraintes techniques, on a abordé aussi l'aspect du coût. Donc oui, ces techniques-là, notamment par exemple l'infrarouge ou le proche infrarouge, ça pourrait être aussi des pistes à envisager pour justement pouvoir engranger plus de data dans des temps un peu plus courts. Et puis aussi, ça permet de renforcer les référentiels de façon un peu plus rapide et plus large. Parce que
Nous, les indicateurs qu'on déploie, c'est des indicateurs biologiques qui nécessitent une technicité, une expertise, un temps d'analyse qui est assez long. Mais du coup, si on peut avoir des alternatives pour dans quelques années se dire on a une bonne prédiction de ces indicateurs biologiques à travers une technique comme par exemple la NIRS, le proche infrarouge, ça pourrait être une piste très, très intéressante pour pouvoir peut-être faire des diagnostics plus rapidement et plus régulièrement peut-être. Et Il ce y a serait moins Julie- coûteux aussi pour les agriculteurs. il y a Julien Thomas qui prolonge la question. Il vous demande quelle est la valeur scientifique et d'usage des analyses chromatographiques de sol. Bah, puisque Patrick, vous levez la main, ce sera pour vous. Oui, enfin, moi, je ne répondrai pas tout de suite. Je veux d'abord évoquer l'imagerie. L'imagerie, elle est essentielle, alors que ce soit effectivement les images satellitaires, que ce soit les orthophotoplans, et notamment toutes les données produites par l'IGN depuis l'après-guerre sont des données extrêmement précieuses lorsqu'on doit définir un plan d'échantillonnage, parce qu'on va repérer par ces images satellites ou aériennes, on va repérer, moi, ce que j'appelle des anomalies texturales qui sont des secteurs toujours très intéressants, à la fois à prospecter, mais aussi à éviter. Parce que ce qu'on recherche, c'est la représentativité du sondage par rapport à une zone plus large. Mais ça peut être intéressant aussi de savoir ce qui se passe sur ces zones d'anomalies texturales. Et donc, il faut prendre tout simplement, par exemple, lorsqu'on est sur une parcelle aujourd'hui qui a été remembrée, qui a fait l'objet de plusieurs remembrements, où on voit à travers les images dans le temps qu'il y avait un réseau de haies très dense qui s'est relâché puis qui a complètement disparu. Les images aériennes, l'imagerie permet de retrouver finalement ces anomalies texturales de la présence de ces haies. Et donc, forcément, ce sont les secteurs remaniés qui sont représentatifs que d'eux-mêmes, donc il faut faire attention. Et quelquefois, ça peut être aussi représentatif de zones humides qui ressortent très nettement et qu'il faut pouvoir déterminer avec précision. Donc, c'est très utile. Hein. Alors après, sur la question que tu posais, Analyse chromatographique de sol, oui, valeur et usage. oui, c'est intéressant. Alors, il y en a quelques-uns qui utilisent ce procédé pour faire de la spatialisation. C'est un élément parmi d'autres qu'il faut prendre en compte, qui peut nous guider dans la délimitation des unités cartographiques de sol. Donc, c'est pas négligé. D'accord. Je voudrais insister, on arrive vers la fin, sur l'intérêt et l'importance sans doute croissante des analyses microbiologiques. Tout le monde en parle. Est-ce qu'elles vont devenir... alors, est-ce que, tiens, Patrick, vous êtes appuyé sur elles pour faire votre travail sur la métropole? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris la méthodologie MUSE, qui D'accord, tout permet, simplement. voilà, tout simplement, hein, qui permet de s'appuyer sur des données statistiques nationales. Donc, on n'est pas allé jusque-là, notamment au regard du coût que ça pouvait générer. Est-ce qu'il faut les systématiser ou au contraire ne les employer que pour répondre à certaines questions? Là, c'est qui veut répondre, hein? On parle d'analyse microbiologique? Oui, oui, c'est ça. Ah oui. Euh, non, on n'est pas obligé de les systématiser. Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça dépend aussi de l'objectif. D'une façon globale, on se pose une question concernant un fonctionnement du sol, dès lors qu'on parle de la fonction, alors à ce moment-là, on aborde l'aspect biologique, parce que la fonction, elle est portée quand même par la composante biologique, soit intégralement, soit elle y participe beaucoup. Donc, quand la question est en lien avec les fonctions du sol, là, oui, ça vaut le coup d'associer les indicateurs biologiques ou microbiologiques pour évaluer l'état de ce sol. On parlait tout Mais à l'heure de la santé du sol. Ben, c'est typiquement un contexte dans lequel on ne peut pas s'affranchir des paramètres biologiques. et Sylvie, comment vous voyez les choses? Vous travaillez sur la fertilité d'un point de vue physico-chimique, mais est-ce qu'on peut la dissocier de la fertilité, oserais-je dire, biologique? Est-ce que travailler sur la fertilité d'un sol sans analyser son contenu microbien, ça veut dire quelque chose d'un point de vue scientifique? Sans doute, mais nous, c'est un autre métier pour nous. Donc, Oui. Mais vous ne sentez pas venir, je suis un peu surpris, hein, parce que non, vous non, m'avez non, dit, sincèrement, non. il Moi, n'y a pas plus de demandes que ça. je dirais, j'ai pas plus de 10 demandes dans l'année, c'est sûr. J'ai dit 3 ou 4, mais oui, je pense que ça se compte effectivement sur les doigts d'une main. Et quand vous voyez, je suis à vous, hein, Baptiste, quand vous voyez, parce que je suppose que vous l'avez regardé, là, un mouvement politique qui va de plus en plus vers des Oui. analyses approfondies des sols, notamment la directive cadre sur les sols, vous ne dites pas qu'à un moment donné, il va falloir que vous en fassiez, que vous en proposiez des analyses microbiologiques? Tant que j'ai pas la demande, Bah oui.
C'est un autre métier. Nous, on est un labo de production, entre guillemets. Donc, c'est deux métiers, on va dire. Donc, c'est pour ça que je pense qu'avec Wausilia, on est complémentaires. Et peut-être des collaborations futures, on est en Normandie, pourquoi pas, hein. On est ouvert à tout, nous, hein. On investit pas mal, on grandit, on a grandi en 30 ans. Mais tant que j'ai pas plus de demandes, on n'ira pas. Oui. Il faut informer aussi parce qu'il y a certains agriculteurs qui se posent des questions. Ils ne vont pas Ouais. forcément demander une analyse spécifique. Ils vont juste se poser une question. Mais c'est à nous de leur expliquer pour répondre à cette question. On va faire une analyse de terre classique, c'est-à-dire une analyse physico-chimique, à laquelle il faudrait associer des indicateurs biologiques. En fait, il faut aussi informer pour pouvoir. C'est une façon de créer le besoin, mais pas pour créer, juste pour créer le besoin. C'est une façon pour expliquer qu'on peut aller encore plus loin dans l'évaluation de l'état biologique du sol. Baptiste. Ça rejoint un peu ce que je voulais dire. La fertilité des sols, c'est quelque chose de très complexe. Parce que notre cerveau humain, il aime bien compartimenter les choses pour les comprendre. On a parlé de fertilité physique, fertilité chimique, etc., fertilité biologique. Mais bien sûr, tout ça interagit très fortement. Et il y a quand même une hiérarchisation, selon moi, des problématiques. C'est-à-dire, pour moi, je positionne quand même les problématiques physiques comme prépondérantes, c'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs stocks minéraux au sein du sol. Si on n'a pas la tuyauterie qui permet de faire circuler les flux et qui permet de mettre ces minéraux, de les rendre disponibles pour la plante, ça ne servira à rien. Évidemment, l'aspect physique, c'est-à-dire ce que j'appelle vraiment un sol qui permet une bonne circulation des flux, donc de l'eau et de l'air, ça va aussi conditionner l'activité biologique. Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... enfin, la fertilité est un problème plus complexe qu'il n'y paraît, et c'est pas parce qu'on fait plein d'analyses biologiques qu'on pourra répondre à toutes les problématiques. Et en même temps, on a besoin aussi de caractériser des sols de façon physico-chimique et on a besoin de l'observation de pédologues sur le terrain pour faire des tests bêches, pour décrire des structures du sol, etc., des choses qu'on ne percevra pas avant l'étape laboratoire. On est obligé de tous travailler ensemble, en fait, pour répondre à une question complexe et on est aussi obligé d'accompagner les personnes qui nous posent ces questions pour qu'elles puissent comprendre que c'est pas parce que tu as un taux de matière organique de 2% que ton sol va pas trop mal. Ce que je veux dire par là, pour Exactement. caricaturer tout ça. En fait, on a besoin de travailler ensemble et de travailler ensemble à l'accompagnement aussi des personnes qui nous demandent des analyses de sol. Ce qui n'est pas facile, hein. Ce qui est vraiment pas facile, parce qu'expliquer quelque chose de compliqué à quelqu'un, c'est pas facile. Et c'est ce que vous faites, Wausilia, au sein de groupes d'agriculteurs, c'est ça, hein? Oui, alors nous, en général, lorsqu'on monte des projets de recherche, on les monte avec des agriculteurs ou des coopératives. Et donc, on essaye quand même, parce qu'ils mettent à disposition leurs parcelles, nous, on fait des analyses en contrepartie, mais après, on essaye aussi de faire des restitutions à ces agriculteurs. Donc, je ne vais pas, si je dois faire une communication purement scientifique, ben, je ne vais pas tenir le même discours à un agriculteur. Donc, on va essayer vraiment d'être très pratique, on va essayer d'expliquer les résultats de façon très transférable sur le terrain en faisant le lien avec les leviers agronomiques qu'il peut mettre en place. Donc, on essaye vraiment, à travers la formation, que ce soit en pédagogie avec nos élèves ingénieurs ou à travers des formations continues ou même nos travaux de recherche avec les groupes d'agriculteurs, on essaye vraiment d'expliquer que finalement le sol, c'est trois composantes. C'est la composante physique, chimique et biologique. Est-ce que, question à tous pour terminer, et vous allez dire que je suis obsessionnel, mais non, parce que c'est l'actualité, enfin la future actualité, est-ce que la directive cadre sur les sols va changer vos métiers, va changer les pratiques d'acquisition des données, les référentiels, ce qu'il faudra chercher, enfin tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que ce sera renforcé, remis en cause, modifié par la directive cadre sur les sols, pour ce que vous en connaissez? Voici là. Je pense que je pense que ça peut renforcer cette dynamique qui se met en place autour de cet engouement de l'évaluation de la santé des sols. Après, je pense que ça va aussi amener à une convergence, peut-être. Je pense que ça va amener à une convergence dans les méthodologies ou dans la façon d'acquérir les référentiels. Parce que des référentiels, c'est pas qu'ils n'en existent pas. Bon, ils sont pas parfaits, ils sont pas complets, ils existent, mais la façon dont ils ont été acquis
la façon dont elles étaient acquises sont très différentes. Et du coup, ça ne nous permet pas de mutualiser. Peut-être qu'avec ces directives cadres, peut-être que ça pourrait peut-être aller vers ce consensus pour mutualiser les référentiels. Baptiste, on irait vers une harmonisation, un monde heureux de la donnée sol grâce à la directive cadre. Non, mais pour prendre un peu de recul, je pense Ouais. que les décisions politiques, elles viennent enregistrer des mouvements de fond déjà en marche depuis longtemps. Oui. Donc, c'est à nous de continuer le mouvement de fond pour qu'on puisse aller encore plus loin dans ce genre de réglementation. Votre mot de la fin, Sylvie Chartrain, avant celui de Patrick. Par rapport à ça, non? Par rapport à ce que vous voulez, à ça, si Oui, vous en avez envie. moi, il faudrait communiquer encore plus, oui, pour acquérir un maximum de données, communiquer de plus en plus auprès des agriculteurs, des coopératives, etc. Je pense que Parce qu'on ne le fait pas assez ou pas suffisamment bien. pas suffisamment, mais peut-être nous seulement, hein, mais pas suffisamment, peut-être par d'autres réseaux à trouver. Voilà. Patrick. Ouais, moi je dirais que pour répondre à ta question, comme pour le ZAN et la loi climat et résilience, je pense que cette directive cadre va être une sorte de marchepied au processus d'acculturation des acteurs du territoire, et que en ça c'est une très bonne chose. Ce qui est une moins bonne chose, c'est que très certainement derrière ça va amener davantage de sollicitations dans un contexte où finalement les experts du sol sont pas nombreux, pas assez nombreux pour répondre aux attentes à la fois politiques et de la société civile, ce qui pose la question de la formation du métier de pédologue et de la nécessité effectivement de renouveler les générations qui sont en train de partir et qui ont besoin d'être remplacées à la fois pour conserver en l'état cette discipline et puis pouvoir répondre aux enjeux de demain. Ouais, il n'y a plus de doctorants en pédologie, je crois, en France. Hein. Mais la FES fait des formations, Baptiste. La FES répertorie déjà les formations qui existent. Et c'est vraiment sa mission première, c'est-à-dire de centraliser l'offre de formation et de la rendre disponible aux personnes qui recherchent. Donc, j'invite tout le monde à aller voir sur le site de l'association. C'est un très joli site qui est très bien fait. Vous ne pouvez pas vous y perdre. Très bien, merci. Il est temps de terminer. Je vois que le nombre d'internautes baisse un peu. C'est sans doute que la fin commence à vous tenailler, moi le premier. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Alors, je viens de me rendre compte que le crayon que j'utilise est un crayon Journée mondiale des sols. Voilà, tous les participants sont là. Voilà, à force de bosser dans les sols, en fait, on pense, on agit et on écrit sol. C'est terrible, les sols. Ils nous absorbent, ils nous maintiennent sur Terre. En conclusion, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc troisième webinaire à 13h30. On passe à un autre domaine, comment capitaliser et stocker les données sur les sols. Si vous êtes content ou pas content d'ailleurs, mais vous êtes forcément content, il y a un formulaire de satisfaction à remplir. Voilà, je ne suis pas payé en fonction, hein, vous pouvez vous lâcher si vous voulez. En ce qui me concerne, je vais aller me nourrir. Et puisque à chaque webinaire, c'est dans le sol, je dis de quoi je vais me nourrir, ben je vais me contenter d'une tartine beurrée sur laquelle je vais poser des anchois. C'est mon petit bonheur dans la vie, des anchois sur une tartine beurrée. C'est plein de gras, c'est plein de sel, c'est très bon. Merci à vous tous, bon appétit et à 13h30. Au revoir.